Bienvenue sur Mizan TV, on se retrouve pour un entretien consacré au livre de Myriam Laribi, intitulé Sigil l'humanité, Gaza, le génocide et les médias, publié aux éditions Critiques. Bonjour Myriam Laribi. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante et intervenez régulièrement sur Le Monde diplomatique et Orient 21. Depuis le 8 octobre 2023, le bilan du génocide des Palestiniens s'élève à 50 000 morts et 113 000 blessés graves. D'après la revue médicale The Lancet, le nombre de morts est en réalité 2 fois plus important, avec un bilan qui s'élèverait à plus de 100 000 morts, dont 70% de femmes et d'enfants. Très récemment, on estime que plus de 1000 personnes ont perdu la vie en seulement quelques jours à Gaza depuis la fin de la trêve. Comment les gouvernements du monde en sont-ils arrivés à tolérer cette barbarie qui est la plus documentée de l'histoire? Comment en sont-ils arrivés là? C'est pas les gouvernements du monde, mais les gouvernements occidentaux qui encouragent, non seulement laissent faire, mais pour beaucoup encouragent, comme c'est le cas des États-Unis, du Royaume-Uni. La France officielle, n'encourage pas, mais laisse faire. Voilà, c'est les anciennes puissances coloniales qui soutiennent un État colonial, dans une logique coloniale. Les autres pays ne soutiennent pas, mais laissent faire également par faiblesse, ou par lâcheté, ou par complicité. Voilà, c'est ma vision des choses. Et le peuple palestinien est bien seul, oui. Aujourd'hui, nous avons, derrière Israël, il y a les États-Unis, la puissance américaine, qui, quel que soit le pouvoir en place, est un double d'Israël, en fait. Israël est une continuité des États-Unis au Moyen-Orient. C'est une colonie occidentale au Moyen-Orient. Donc, quels que soient les gouvernants là-bas, comme c'est pas non plus un énorme modèle de démocratie, dans la mesure où il n'y a que deux partis qui peuvent prendre le pouvoir, les démocrates ou les républicains. Les deux sont archi-financés par le lobby pro-israélien. Et quoi qu'il arrive, le soutien à Israël est inconditionnel et total, et l'armement d'Israël est continu, le financement d'Israël est permanent, et voilà. Oui, les Et États-Unis, selon le c'est eux président, qui, fait, c'est fait les du États-Unis qui zèle ou pas. fournissent les armes, donc Oui, s'ils arrêtaient de leur fournir en armement, ils pourraient plus bombarder concrètement. c'est Mais ça. le gouvernement français, le gouvernement européen disent qu'ils soutiennent inconditionnellement ce gouvernement Netanyahou, donc ils soutiennent clairement les massacres depuis le 8 octobre. Absolument. C'est bon. Après, en France, c'est du Macron, quoi, comme d'habitude. Au départ, il nous a dit euh, Israël a le droit de se défendre, c'est une cause juste, point final. Donc, ça revenait à un soutien inconditionnel, à un blanc-seing total à ce qu'allait faire Israël, qui s'annonçait monstrueux dès le premier jour. Euh, et ensuite, évidemment, devant l'ampleur du massacre, appeler à un cessez-le-feu du bout des lèvres, mais ne surtout jamais prendre aucune mesure concrète, aucune sanction. La France sait prendre des sanctions, que ce soit contre la Russie, contre l'Iran, etc., et même contre des pays comme le Venezuela, par exemple, que moi je connais bien. Depuis 2017, depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, la France applique des sanctions importantes, économiques, militaires, commerciales, sur le Venezuela, sans interruption jusqu'au moment où je vous parle. Ça veut dire que la France considère, Macron considère que la situation des droits de l'homme est plus détériorée au Venezuela qu'à Gaza. C'est la seule explication logique. J'ai essayé d'ailleurs d'interpeller les porte-paroles du gouvernement sur ce sujet à plusieurs reprises, que ce soit la porte-parole du gouvernement à l'époque, Prisca Thévenot, le porte-parole du Quai d'Orsay, Christophe Lemoine, sur cette incohérence absolue. Mais Israël, on n'émet pas de sanctions parce qu'Israël est un allié. Ils considèrent qu'Israël est un allié. Israël est une entité qu'ils souhaitent protéger au Moyen-Orient. Donc voilà, il n'y a aucune mesure. Donc ils appellent au cessez-le-feu. Maintenant, ils font des communiqués où ils condamnent fermement les bombardements. On y croit très fort parce que on n'y croit pas du tout, évidemment, parce qu'il n'y a aucune mesure concrète qui est prise, même pas contre des... il y a eu des sanctions contre, je ne sais pas, 28 colons en Cisjordanie, colons violents, comme ils les appellent. Il y a 800 000 colons en Cisjordanie, donc c'est totalement dérisoire. Et le minimum serait de prendre des sanctions contre au moins les ministres les plus radicaux, qui sont Ben Gvir, Smotrich, qui sont des fascistes absolus. Qui Non, appelle à l'extermination du peuple voilà, palestinien, à sa déportation. voilà, à sa déportation, à en finir avec des déclarations génocidaires. Il n'y a aucune sanction contre ces personnes. Il n'y a aucune mesure qui est prise. Il y a eu des révélations de presse
par l'intermédiaire du média Disclose, qui montre que la France fournit du matériel d'armement à Israël, ce qui nie, mais qui reste à Ça a été prouver. prouvé. Enfin, je veux dire, Disclose a fait des démonstrations qui n'ont pas encore été, comment dire, enfin, elles ont été démenties, mais juste avec des mots, pas avec des preuves. Myriam Laribi, assister à un génocide en direct, qu'est-ce que cela change et qu'est-ce que cela va changer dans notre vision du monde et de l'homme? Je pense que individuellement, nous avons vécu quelque chose d'atroce à l'échelle individuelle, mais de manière collective, ce que j'appelle la solitude collective, qu'on a tous vécu, je pense, enfin qu'on est très nombreux à avoir vécu de par le monde. J'entendais encore hier une députée australienne qui racontait ça. Elle disait, j'avais mon enfant qui dormait à côté de moi, et puis je voyais, en le regardant, les enfants palestiniens aux pieds coupés, les corps déchiquetés, etc. Et ça, moi je le dis aussi dans mon livre, c'est le fait de plus pouvoir regarder un enfant sans penser aux enfants palestiniens, y compris les nôtres, nos enfants, ne plus pouvoir boire de l'eau sans penser aux Palestiniens qui n'ont pas d'eau, ne plus pouvoir manger sans penser aux Palestiniens qui n'ont pas à manger. C'est un traumatisme, je pense, dont on aura du mal à se remettre. D'ailleurs, là, pendant qu'il y a eu un petit temps de trêve, entre guillemets, qui n'était pas réellement une trêve, mais au moins, il n'y avait plus de bombardements massifs, comme c'est le cas, comme ça a repris, là. J'ai senti, moi et dans mon entourage, comme quelque chose, comme un stress post-traumatique, comme une descente, comme quelque chose... Enfin, on a accumulé trop d'horreurs, on a vu... C'est le premier génocide documenté en direct. Et on a vu en haute définition un massacre de masse. Et non seulement on a vu ça, mais on a vu nos gouvernants, nos médias dominants défendre ça, justifier ça, taire ça, le nier, participer à la déshumanisation des Palestiniens. Et ça, c'est un choc, une déception. Je pense, c'est pas une déception parce que, enfin, moi personnellement, j'attendais pas grand-chose. Je suis la cause palestinienne depuis 25 ans. Je sais à quel point le soutien à Israël est inconditionnel et à quel point c'est instrumentalisé pour faire des bourreaux les victimes. Ça, c'est depuis toujours, en fait, depuis 1948, c'est le cas. Mais ça reste quand même un énorme choc de voir un massacre de masse sur si longtemps, chaque jour, plusieurs fois par jour. Au moins 100 enfants étaient tués par jour. Toutes les 10 minutes, un enfant était tué ou blessé à Gaza. Et on le savait et on les voyait, ces enfants-là. Et parallèlement à Beaucoup de gens ça, se sentent impuissants en voyant tout ça. oui, on se sent, moi aussi, je me sens impuissante. C'est pas, j'ai écrit un livre, mais je me sens pas plus puissante que le commun des gens, en fait. On est tous impuissants face à ça. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Qu'est-ce qu'on a réussi à arrêter? Est-ce que vous croyez aux institutions internationales parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il n'y a que la force qui gouverne le monde. Les institutions internationales comme la Cour pénale, la CIJ, c'est lent. C'est extrêmement lent. J'y crois, oui, parce que c'est un peu les seuls garde-fous aujourd'hui, mais ils sont... Les puissances occidentales, je pense qu'elles sont prêtes, elles l'ont déjà démontré, à sacrifier ces institutions, ces garde-fous, fous au sens propre. Ils sont prêts à les sacrifier pour sauver l'État colonial Le droit ne d'Israël. s'applique qu'au Sud, global. C'est ça, voilà, c'était des institutions qui ont comme tradition de juger les dirigeants africains ou les dirigeants dits du Sud. Et quand ces institutions disent bah non, on est là pour tout le monde, comme là c'est le cas, euh, bah voilà, quand il y a des poursuites contre un mandat d'arrêt contre Netanyahou et Yoav Gallant, que dit la France? Ah, il va bénéficier peut-être d'une immunité. Que dit la France quand la CIJ ordonne des mesures conservatoires pour prévenir le risque de génocide le 26 janvier? Immédiatement, la France dit accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. Vous voyez, c'est toujours quand on parle du massacre du peuple palestinien, on prend le projecteur et au lieu de le laisser braquer sur le calvaire du peuple palestinien, on prend le projecteur, on le braque sur ses bourreaux en les faisant passer pour des victimes. Ça, c'est étudié en fait. C'est pas quelque chose qui est improvisé, c'est quelque chose qui est dans la stratégie de communication des lobbies pro-israéliens et d'Israël. Ça s'appelle la Hasbara, ils ont même un nom pour ça, Hasbara. En hébreu, ça veut dire explication. Ils ont des stratégies de com. Vous remarquerez que c'est toujours les mêmes. Quand par exemple il y a eu les mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant et 3 dirigeants du Hamas,
C'était en même temps, quand Karim Khan a émis ses mandats d'arrêt. Eh bien, au début, la France dit ah bah nous on soutient la CPI, et tout de suite la Hasbara se met en place, se met en marche, la communication israélienne, elle dit on ne peut pas faire d'équivalence entre les dirigeants du Hamas, mouvement terroriste, et les dirigeants d'un État démocratique, Israël. Et là, juste pour finir, la communication de la France a évolué en fait. Je l'explique d'ailleurs dans mon livre, parce que le premier communiqué de la France était on soutient la CPI et les décisions de la CPI, bon normal quoi. Et dès que la communication israélienne, il y avait d'ailleurs Israël Katz qui était là, qui est actuellement le ministre de la Défense, il était à Paris, il a parlé au ministre, et le CRIF s'est mis en marche, etc., etc. Pas d'équivalence, pas d'équivalence. Et soudain, le mot équivalence est apparu dans la communication de la diplomatie française. Et Stéphane Séjourné, à l'époque ministre des Affaires étrangères, dit « Ah oui, on soutient la CPI, mais il n'y a pas d'équivalence à faire ». Le mot équivalence est apparu. Vous voyez, tout ça, c'est des stratégies, des éléments de langage qui sont étudiés. C'est des gens extrêmement forts en communication et qui arrivent à vous retourner le cerveau pour toujours faire passer les bourreaux pour les victimes. Toujours. Systématiquement, vous remarquerez que quoi qu'on dise sur les Palestiniens, on va vous dire « mais les Israéliens, c'est des victimes ». Toujours. Le CRIF, qu'est-ce que c'est? Conseil représentatif des institutions juives de France. Enfin, moi, je dirais plutôt des institutions d'Israël en France, plutôt. C'est le but du CRIF d'avoir de l'influence. C'est pas une association caritative. Son objectif, sa raison d'être, est d'avoir de l'influence. Conseil représentatif. Oui, c'est un lobby il pro-israélien en représente France. que lui-même, d'ailleurs, je pense. Je ne sais pas quelle part de la communauté juive française se sont représentées par le CRIF, mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est une institution qui vise à avoir de l'influence. Donc son objectif est d'influencer. Ils interpellent très régulièrement le président, les ministres, et ils font la leçon, ils interpellent des médias, ils se permettent de dire aux médias qu'ils font mal leur travail. D'ailleurs, même l'ambassade d'Israël en France se permet de critiquer des médias français. Même l'armée israélienne, avec le compte Tsahal, se permet de critiquer des médias français. Oui, le lobby pro-israélien est incarné entre autres par le CRIF, entre autres par Elnet au niveau européen, entre autres par l'UEJF au niveau des étudiants, l'Union des étudiants juifs de France, qui se présentent comme juifs, mais qui sont systématiquement pro-israéliens, quel que soit le gouvernement israélien. Moi, comme je vous dis, ça fait 25 ans que je suis la situation en Palestine, et ces gens, quel qu'a été le gouvernement, ont toujours soutenu Israël dans toutes ces entreprises. Jamais ils ont émis la moindre critique vis-à-vis de ce que faisait Israël au nom des Juifs. Je veux dire, moi, si j'étais, je sais pas moi, si je devais avoir, par exemple, des leaders musulmans, par exemple, français, se présenter comme représentant des musulmans de France et soutenir tout ce que fait l'Arabie Saoudite ou tout ce que fait l'Iran ou tout ce que fait, enfin, c'est étonnant voilà. Pour revenir à l'actualité récente, le gouvernement israélien a mis en place une administration dédiée donc à la relocalisation volontaire entre guillemets des Gazaouis, ce qui revient en réalité à une déportation forcée. Comment le gouvernement israélien compte-t-il mettre en place cette déportation des Palestiniens et que vont devenir ces populations? Ça, moi, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est un projet de nettoyage ethnique qui est de toute façon très ancien. D'ailleurs, dans la préface de mon livre que m'a fait l'honneur d'écrire Alain Grèche, il raconte que dans les années 60, on parlait déjà du nettoyage ethnique de Gaza. C'est sorti récemment dans le journal Haaretz, le journal de centre-gauche israélien, que dans les années 60 déjà, il y avait des discussions en haut lieu pour faire partir la population de Gaza qui pose problème depuis très longtemps. En fait, c'est pas le 7 octobre est un prétexte au génocide auquel nous sommes en train d'assister et au nettoyage ethnique qui est prévu. Que comptent-ils faire? Ils feront ce que le monde les laissera faire, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, eux... Y a-t-il des pays qui seraient d'accord pour les accueillir? Bah, apparemment, non. Les pays arabes, pour l'instant, la seule chose qu'ils ont fait, c'est de dire qu'ils veulent pas le déplacement des populations palestiniennes, le minimum du minimum qu'ils puissent faire, puisqu'ils n'ont pas fait grand-chose, comme vous le savez, pour les Palestiniens. Mais l'Égypte, la Jordanie, qui sont sous pression, puisque ce sont des pays sous perfusion d'aide financière américaine, mais qui sont sous la pression énorme actuellement de Donald Trump, qui mène ce projet. On dit non, on dit on n'acceptera pas ça. Maintenant... Je n'ai pas de boule de cristal je peux pas parler, je n'aime pas parler comme ça pour faire des prévisions, mais ça sent extrêmement mauvais. En parallèle, actuellement, et depuis le mois de mai, depuis le 7 mai 2024,
les Palestiniens ne peuvent pas sortir de Gaza. Donc en fait, c'est vraiment un camp de concentration. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le 7 mai, déjà avant le 7 mai, c'était très difficile de sortir. J'ai documenté ça d'ailleurs dans un reportage, un documentaire que j'ai co-réalisé avec une consoeur qui s'appelle Maïlis Kider pour le Média. Et on a documenté ça justement, comment les Palestiniens sortaient avant le 7 mai 2024 de Gaza, comment ils faisaient pour sortir. C'était extrêmement difficile de sortir. Soit vous aviez un double passeport, soit vous deviez payer une entreprise égyptienne privée qui s'appelle Hala, des milliers et des milliers de dollars en cash au Caire pour sortir, milliers de dollars par personne. C'est-à-dire que c'est au minimum 5 000 dollars par adulte et 2 500 dollars par enfant. Et vous savez que les familles palestiniennes, parfois, elles sont composées de 6, 7, 8 personnes. Donc c'était que les gens qui en avaient les moyens et qui arrivaient à avoir par des cagnottes de soutien, qui arrivaient à sortir. Depuis le 7 mai et l'invasion de Rafah, vous vous en souvenez, ils ont fermé. Ils ont repris le contrôle de la frontière sud, de la seule frontière en fait avec l'Égypte. Et depuis, les Palestiniens ne peuvent plus sortir. Il n'y a plus de Palestiniens qui sont sortis en fait. À part de très rares exceptions, voilà, mais c'est plus possible de sortir. Donc, c'est un camp de concentration dans lequel Israël contrôle absolument tout, c'est-à-dire tout ce qui rentre ou voilà. Là, depuis 2 semaines, il n'y a plus de nourriture, plus d'eau qui rentre. C'est un camp de concentration, un camp de la mort. Les gens meurent de faim, les gens meurent de malnutrition, de manque de soins, et des bombes, et des snipers, voilà, c'est un camp de concentration. On a un camp de concentration. En direct. Ouais. En tant que journaliste, vous avez participé à différents points presse à l'Élysée sur Gaza, vous le citiez précédemment. Comment se sont déroulées ces interventions? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, moi en fait, à partir du mois de décembre 2023, j'en pouvais plus. J'étais dans un état de sidération et avec ce sentiment d'impuissance que vous avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire le sentiment d'être inutile pour pouvoir arrêter ce carnage. Et j'ai cherché à travers mon métier quoi faire au mieux pour informer et tout. Et puis j'ai décidé, oui, je le raconte dans le livre plus en détail, mais voilà, j'ai décidé de me rendre chaque semaine grâce à ma carte de presse au point presse qui suivent les conseils des ministres chaque semaine à l'Élysée et au point presse hebdomadaire du Quai d'Orsay au ministère des Affaires étrangères. Et donc j'allais les mercredis à l'Élysée et le jeudi au Quai d'Orsay pour interroger les porte-paroles du gouvernement sur la situation à Gaza. Et là-bas, bah, j'ai très rapidement compris qu'on ne répondrait pas à mes questions, que de toute façon, ils ont des éléments de langage qui sont déjà préparés, qui ne vont pas bouger d'une virgule sur ce qu'ils avaient prévu de dire sur le sujet. Et moi, donc, à chaque fois, je posais des questions sur les nouveaux événements qui se produisaient, les nouveaux massacres, les nouveaux éléments d'information qui arrivaient. Donc chaque semaine, je venais et je posais que des questions sur Gaza. Et chaque semaine, la première phrase qui sort de la bouche des porte-paroles, quel que soit ce que je leur dis hier, il y a 200 enfants qui ont été tués, là, ils ont tiré sur des gens affamés devant un camion qui distribuait de la nourriture. N'importe quelle chose que je leur dis, ils répondent toujours, vous remarquerez, vous pouvez reprendre les vidéos, il y en a beaucoup qui sont disponibles, pratiquement systématiquement. Le 7 octobre, Israël a vécu une attaque terroriste horrible. Nous avons condamné l'attaque du 7 octobre. Nous demandons la libération des otages. Et à la fin de tout leur speech, et bien sûr, nous appelons à un cessez-le-feu et à l'entrée de l'aide humanitaire. Voilà. Quelle que soit ma question. Voilà. C'est tout ce qu'ils avaient à me dire. Voilà, j'ai rarement obtenu Vous étiez allé plus que combien de ça, temps? mais pendant combien de temps? J'y suis allée chaque semaine de décembre à avril. Après, j'étais dans la réalisation du documentaire dont je viens de vous parler sur les sorties de Gaza, donc je suis un peu moins allée. La réalisation, le montage et tout, j'avais plus beaucoup de temps. Et après, je me suis mise sur l'écriture du livre. Donc là, j'avais vraiment plus le temps à Vous partir n'étiez pas beaucoup de journalistes à poser des questions critiques sur envers Gaza? le gouvernement? Ouais. Non, à l'Élysée, j'étais pratiquement seule. Il y a eu peut-être une fois ou deux ou trois des confrères, mais j'étais seule. Au Quai d'Orsay, plus. Au Quai d'Orsay, évidemment, c'est des journalistes internationaux. Beaucoup de journalistes arabes, des chaînes arabes, Al Jazeera, l'Arabie, tout ça, Anadolu, chaîne turque. Là, oui, beaucoup plus. Au Quai d'Orsay, des journalistes, mais étrangers, hein, la plupart. Bon, il y en avait aussi des Français qui posaient des questions sur Gaza, mais c'est peut-être plus le lieu au Quai d'Orsay pour poser des questions sur l'international. Mais je veux dire, vu l'ampleur du drame, même à l'Élysée, ça devrait être un sujet. Je veux dire, ils posent bien des questions sur l'Ukraine ou sur d'autres sujets internationaux. Mais sur Gaza, il y avait peu de questions, en fait.
Et, Comment et faisiez-vous donc pour voilà, en garder fait, moi, votre self-control ouais, en tant que journaliste engagé sur cette cause-là? ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée et que je vous avoue, moi-même, je me suis beaucoup posée parce qu'à chaque fois que j'y allais, j'en menais pas large. J'étais extrêmement en colère. Je me disais, je vais pas tenir, je vais pas tenir, je vais m'énerver, je vais m'énerver. Et en fait, c'est contre-productif de s'énerver. Vous savez très bien que dans un débat ou dans une discussion, c'est celui qui s'énerve qui perd. D'abord, c'est pas mon métier de m'énerver, je suis là pour poser des questions. Donc, j'essaye de rester dans mon rôle, ce qui n'a pas été du tout une chose facile. C'est, encore une fois, je le dis ici, ça n'a jamais été une partie de plaisir de faire ça. En fait, ça a toujours été très dur parce que justement, il y avait cette nécessité de garder son calme, de rester concentré, de rester dans le. Je suis là pour questionner, je suis pas là pour faire un discours à l'Élysée, je suis là pour poser des questions, pour les confronter à leurs contradictions. Ce que j'ai essayé de faire du mieux possible, alors que moi, j'étais pas spécialement à la base une journaliste de l'oral. Moi, je suis une journaliste qui écrit, en fait. Et bon, alors du coup, c'était me faire violence. C'était un peu me faire violence que d'aller là, mais je me suis dit, bon, bah, s'il y a pas grand monde d'autre qui y va, bah, je vais y aller, et puis je vais les, au moins servir à les mettre mal à l'aise et les mettre devant des contradictions flagrantes de deux poids, deux mesures dans le traitement des victimes quand elles sont israéliennes, ukrainiennes ou arabes, palestiniennes. C'était ça surtout mon objectif, c'était de montrer ça. Et les gens étaient comme ça comptait pour les gens. J'ai des milliers de personnes qui m'ont écrit pour me dire à quel point c'était important pour eux de voir des journalistes euh, voilà, faire ça, en fait, questionner. Ne jamais laisser Gaza derrière le mur du silence dans lequel les médias et les politiques voulaient cacher ce génocide, en fait. Il fallait continuer à en parler et les mettre devant leur mettre la honte, en fait. Mais c'est ça, en fait, c'est tout ce qu'ils méritent. Honte à eux, honte à eux. Et moi, je le dis, et je le dis en tant que journaliste, je le dis pas en tant que militante, je le dis en tant que journaliste. Honte à eux d'assister à un génocide en direct et de ne rien faire et de se taire et d'être aussi lâche et complice, en fait. Que ce soit les journaux, les médias ou les politiques. Honte à eux. Et surtout en ce moment, je le dis d'autant plus fort que nous venons encore de perdre deux précieux journalistes. Euh, voilà, Hussam Chabat et Mohamed Mansour qui ont été assassinés ciblés avant-hier. Ah, ils avaient été menacés par Israël. Ils ont été menacés il y a plusieurs mois d'assassinat et ils les ont eus. Et aujourd'hui, on a encore d'autres journalistes comme Anas Sharif qui risquent la mort. D'une minute à l'autre, il peut encore être tué. C'est le plus grand massacre de journalistes dans l'histoire contemporaine. Il y a 250 journalistes qui ont été tués par Israël. La plupart ont été tués à Gaza, ciblés de manière ciblée avec leur famille parfois. Voilà, là on vient de perdre Hossam Chabat. Hossam Chabat, c'était une de mes principales sources à Gaza. C'était quelqu'un qui me permettait d'avoir énormément d'informations. Il était partout. Dès qu'il y avait un bombardement, dès qu'il y avait un massacre, il était là. C'était un jeune homme adorable, 23 ans. Il était étudiant au moment Il avait 21 ans au début du génocide. Et ils l'ont tué. Il avait là 23 ans avant-hier, dans une frappe ciblée. Et ils ont brisé sa vie. Et ils ont brisé notre cœur parce que c'est abominable ce qu'ils font aux journalistes. Ils veulent cacher en fait ce qu'ils sont en train de faire. Et Hossam était nos yeux et nos oreilles à Gaza. Il faisait partie de ces dizaines de journalistes extrêmement courageux qui nous permettent de voir ce qui se passe en fait. Et ils veulent pas qu'on voit. Ils les détestent pour ça. Ils les haïssent pour ça. Et nous, voilà, la profession, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein. Justement, comment décririez-vous le traitement médiatique de la presse occidentale, une presse qui n'emploie pas certains mots pour décrire ce qui se passe actuellement, massacre, déportation, agression, génocide, ils ont un champ lexical très atténué, on va dire. Bah oui, là j'ai vu que tiens qu'ils ont changé, que c'est plus guerre Israël-Hamas, mais c'est guerre à Gaza maintenant. Il y a une évolution au bout de 17 mois, là, maintenant c'est plus rarement guerre Israël-Hamas, c'est plutôt guerre à Gaza. Mais pendant des mois, ça a été guerre Israël-Hamas. Vous savez, c'est l'AFP toujours qui donne le là des médias français, francophones en tout cas. Et donc, c'est l'AFP qui décide comment ça s'appelle. Et donc, ils mettent guerre Israël-Hamas, et comme si c'était une guerre symétrique, vous voyez? Je sais pas, par exemple, la guerre en Afghanistan, est-ce qu'on disait guerre États-Unis-Taliban? Vous avez déjà vu ça? Non? Ça n'existait pas. Et ben là, c'est guerre Israël-Hamas, comme si c'était quelque chose de symétrique, voilà, dans une situation aussi asymétrique, avec un nombre de victimes aussi disproportionné,
avec un massacre, avec autant de victimes civiles, 90% des victimes au moins sont des victimes civiles, 70% comme vous l'avez dit sont des femmes et des enfants, et on est encore en train de nous dire guerre Israël-Hamas. C'est une honte, le traitement médiatique, pour répondre à votre question, c'est majoritairement une honte absolue. C'est une couverture du génocide, mais dans le sens de couvrir, de protéger, non pas couvrir médiatiquement. Complicité? C'est une complicité, bien sûr. C'est une complicité, une escorte. D'ailleurs, je conseille, il y a de nombreux articles qui traitent de ça dans le monde diplomatique. Par exemple, les articles de Serge Halimi et Pierre Rimbert. L'article de Alain Grèche et Sarah Grera dans Orient 21 qui s'appelle « L'escorte médiatique du génocide ». C'est la meilleure formule. C'est vraiment une escorte. Ils ont escorté le génocide. Voilà, ils l'ont aidé à se dérouler en choisissant leurs invités, surtout dans les grands médias, juste par la place qu'ils occupent, hein, pas grand dans le sens de grandeur, quoi. Bah, Mais BFM dans les jusqu'à télés, récemment appartenait à Monsieur Drahi, franco-israélien, ouais, I24 News, beaucoup d'intervenants ont tenu des propos scandaleux et pourtant ils ne sont pas condamnés, contrairement à d'autres gens. c'est ça. Dans toutes les télés, les radios, c'est les grandes radios, etc. France Info, ça a été la honte aussi en termes de choix des invités, de pas donner la parole à des gens comme nous. C'est-à-dire, moi, je m'en fiche de moi, mais je veux dire à des gens qui représentent la parole des colonisés, la parole du point de vue du Sud. Il y a eu très peu, en fait. Il y a eu un peu, on a vu à peine un peu Ronnie Broman. Heureusement qu'il y a eu Rima Hassan. Rima Hassan qui a un discours mesuré, très intelligent, très juridique, parce qu'elle est juriste, etc. Et en fin de compte, mesuré. Elle ne passe que pour être diabolisée, que pour être stigmatisée, que pour qu'on prenne la petite phrase assassine pour lui enlever son contexte et la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire quelqu'un, voilà, oui, elle a un côté, elle est forte dans la confrontation sur les réseaux sociaux, elle se laisse pas faire, elle baisse pas les yeux, en fait. Et ça, qu'on baisse pas les yeux, ils supportent pas, en fait. Et pour revenir à ce que je disais, il y a eu très peu de voix. Il y a eu, bien sûr, heureusement qu'ils étaient là, les députés insoumis, Aymeric Caron, formidable, voilà, Thomas Porte. Qui s'est fait agresser, qui a subi des pressions. C'est ça. Dès que vous donnez le point de vue qui défend les Palestiniens victimes de ce génocide, vous êtes diabolisés. On est dans un monde de fous. On est dans un monde où de la post-vérité. On est dans le monde du règne du mensonge, où ceux qui défendent les opprimés sont présentés comme les bourreaux, comme voilà. Là, en venant vous voir ici, à la radio, pour vous donner un exemple juste de là, d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mars, je viens d'écouter à la radio que Jordan Bardella est en Israël, invité par Netanyahou pour une conférence contre l'antisémitisme. Et comment enfin, on s'en fout, là, ils font ce qu'ils veulent. Ce sur quoi je veux vous attirer votre attention, ils vont très bien ensemble, d'ailleurs, très bien. Qui soient ensemble, Netanyahou. Quand même, Netanyahou qui invite un parti fondé par des nazis. Mais ils n'ont pas de problème avec. Je vais revenir sur. Ils n'ont pas de problème avec les antisémites. Ils n'ont aucun problème avec ça. On va revenir là-dessus. Mais je veux juste vous dire comment ça a été présenté dans France Info. Là, j'écoutais France Info toujours. J'écoute France Info pour voir que racontent les médias dominants, quoi. France Info, c'est quand même une des premières radios de France d'information. Et ils présentent ça comme la dédiabolisation du FN semble arriver à son terme avec l'invitation. C'est comme ça qu'ils l'ont présenté, je vous jure. C'était voilà, tout va bien pour le RN qui, voilà, dédiabolisation, c'est d'être invité par Netanyahou, qui est recherché par la CPI. On est chez les fous, on est vraiment chez les fous. Et oui, les sionistes n'ont jamais eu de problème avec les antisémites et les nazis. Et ça, depuis le début, en fait. C'est exactement... Il y a eu une alliance. Et c'est exactement ce que dit Pierre Stamboul de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix. Et sa phrase, je trouve qu'elle résume tout. Il dit « Face à l'antisémitisme, le sionisme est la pire des réponses, car c'est une théorie de la séparation qui dit que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, ni dans le pays d'origine, ni en Israël. » Ce qui fait que ça a arrangé... parfaitement les affaires des antisémites européens. Allez-y, allez en Palestine qu'on vous voit plus. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que ça pouvait bien leur faire aux colons européens qu'une colonie qui se prétende que des Arabes soient colonisés. Juive, voilà, que des Arabes soient colonisés, rien de nouveau sous le soleil, et que les Israéliens puissent leur faire n'importe quoi. Ça se justifiera toujours par, vous savez... l'instrumentalisation de ce qui a été fait aux Juifs ici en Europe par des Européens. On trouve tout à fait normal que maintenant, les Israéliens fassent tout ce qu'ils veulent, y compris un génocide, y compris des massacres de masse d'enfants, y compris un nettoyage ethnique aux Palestiniens.
Parce que c'est le colonialisme qui se poursuit. On n'a pas décolonisé la Palestine. Il faut décoloniser la Palestine, en fait. C'est... On parlait justement donc, des plateaux de télé avec un véritable parti pris pro-israélien et la minimalisation des souffrances vécues par les Palestiniens. Il y a des voix qui témoignent de ce qui se passe sur le terrain et qui font parfois l'objet d'une censure ou d'une forme de répression académique ou professionnelle. Avez-vous été vous-même témoin de ce type de pression? Oui, moi j'ai écrit un article pour Orient 21 qui parle des poursuites pour apologie du terrorisme. Ça a été l'arme juridique pour poursuivre attaquer, toutes les voix qui ont dénoncé les Mmh. Palestiniens depuis le début. Et ouais, énormément de militants, de militants, simples militants, pas affiliés à aucun, même aussi des députés. On a vu Mathilde Panot, classée sans suite finalement, Rima Hassan, des militants plus aguerris comme Anas Kazib, qui va passer en procès d'ailleurs. Lui, un procès de prévu, De voilà. révolution permanente. Et j'ai eu des témoignages institutionnels. Et d'ailleurs, je m'apprête à écrire la suite de cet article. Pour Orient 21, il y a eu des intimidations au niveau institutionnel, académique, universitaire, des spécialistes. J'ai parlé avec une spécialiste de l'histoire, de la Palestine, qui a été intimidée et qui n'a plus pu s'exprimer parce qu'elle avait signé un tract de ses étudiants pour appeler à l'arrêt du massacre des Palestiniens, et en présentant le 7 octobre comme une conséquence du colonialisme israélien, ce qui est juste la vérité en fait. Et ben la vérité n'intéresse même plus le monde universitaire. Et ça, c'est très grave. Vous, à Chez titre des personnel, avocats, j'ai parlé avec des avocats qui ont subi des pressions de la part de leur barreau ou de leurs confrères, menaces de poursuites, de sanctions, de retirer je sais plus comment on dit, voilà. l'habilitation Ouais, c'est d'exercer. ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et vous, à titre personnel, vous avez subi des pressions ou que sur les réseaux sociaux, Moi, en sur les réseaux privé? sociaux principalement, professionnellement, moi de toute façon, Vous êtes indépendante? je suis indépendante, j'ai pas caché, vous avez vu, j'ai pas du tout caché mes opinions sur les réseaux sociaux, et je sais que ça a des conséquences. Par exemple, je vous donne un exemple, je travaillais, le média, disons, le plus mainstream pour lequel je bossais, c'était Marianne. J'ai écrit 2-3 articles pour eux, mais principalement sur l'Amérique latine, parce que moi, c'était mon sujet de spécialité, en fait, avant le 7 octobre 2023, j'étais plutôt portée sur l'Amérique latine. J'écrivais beaucoup sur ce continent qui m'intéresse énormément. Et j'avais écrit 2-3 articles pour eux, pour Marianne. Et puis, un jour, un des journalistes, le journaliste avec lequel j'étais en contact chez Marianne, qui est quelqu'un de formidable, un super journaliste qui m'a commandé un papier sur les élections au Venezuela. Donc, ok, c'était là en juillet dernier. Et je me suis mise à l'écrire. Et le lendemain, il m'a appelé en me disant Myriam, je suis effondrée, je suis désolée, mais un des chefs ne veut plus travailler avec toi à cause de ce que tu racontes sur Gaza. Donc, je pouvais plus. Je peux plus écrire sur le Venezuela à cause de ce que j'écris sur la Palestine. Mais tant mieux, moi aussi je veux plus travailler avec eux. J'en ai rien à faire, moi j'en ai rien à faire. J'ai pas de, je fais pas un business de ça. C'est-à-dire que je préfère faire autre chose de Vous ma n'avez pas vie. subi des menaces dans la rue, vu qu'on À vous ce êtes stade, non. vous apparaissez J'espère publiquement? que j'en aurai pas. Non, non. À ce stade, j'ai pas eu de menaces comme ça directes Des comme appels Rima. anonymes? Rima Hassan a eu des menaces incroyables, des appels au viol, des appels sur son téléphone, etc. Moi, à ce stade, j'en ai pas eu. J'espère que je n'en aurai pas parce que c'est vrai que depuis que j'ai écrit le livre, beaucoup de gens me posent cette question et voilà, je tiens à dire que je laisserai rien passer et qu'il y aura des plaintes à chaque fois, mais à ce stade, il n'y a pas eu disons, de menaces physiques directes sur ma personne, mais à part sur les réseaux sociaux, mais ça c'est des comptes anonymes, alors je signale ou je signale pas si j'ai pas le temps, mais je prends pas ça encore très au sérieux. Dans votre livre, vous revenez sur certains éléments de langage de l'argumentaire israélien qui visent à justifier le génocide en cours. Parmi ces éléments, la question des boucliers humains. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors il y a une porte-parole de la Palestine, de la Palestine à Genève, à l'ONU, à Genève, qui a dit une phrase qui est restée dans ma mémoire et que j'ai mis dans le livre. Elle dit Israël dit une chose qui devrait tous vous faire frémir. C'est qu'à Gaza, il y a soit des membres du Hamas, soit des sympathisants du Hamas, soit des boucliers humains.
toute personne présente à Gaza rentre dans ces 3 catégories. C'est-à-dire que le membre du Hamas, on le tue. Le sympathisant du Hamas, on le tue, il mérite de mourir. Et puis les autres, que ce soit un journaliste, un bébé, un enfant, un médecin, un vieux, n'importe qui, une femme, une infirmière, un prof, n'importe quoi, c'est un bouclier humain. C'est le Hamas qui se cache derrière les civils. Voilà ce que dit Israël. Et ça, c'est répété ici par nos médias, par nos politiques, en disant que tout ce qui se passe là-bas, la faute incombe au Hamas. Voilà, c'est ça. Donc ça participe à la déshumanisation totale des Palestiniens, en fait. Il n'y a plus de civils. La notion de civil a disparu. On est à l'ère non seulement de la poste de vérité, mais du post-droit. Il n'y a plus de droit, il n'y a plus de droit international, à Gaza, il n'y a plus d'humains, en fait. Il n'y a que des gens qui sont présentés comme boucliers humains. Et en fait, très souvent, comme toujours, Israël... vous savez, les gens qui connaissent bien la cause palestinienne disent souvent cette phrase. Ils disent souvent « Chaque accusation d'Israël est un aveu ». Et donc, quand Israël vous dit « bouclier humain », c'est que c'est eux qui font ça. Et c'est vrai, c'est eux qui font ça. Par contre, ça, c'est documenté, que Israël utilise des Palestiniens comme boucliers humains, les habille avec les tenues de l'armée israélienne. C'est dans mon livre, tout ça. Font fouiller des trucs, machin, et puis tuent le gars après. Il y a des dizaines de cas en Cisjordanie comme à Gaza. J'ai une question délicate mais réaliste à vous poser, Myriam Laribi. Comment expliquez-vous le soutien bon gré mal gré de la société israélienne au massacre en cours des Palestiniens? C'est quelque chose que je développe longuement dans mon livre. C'est ce qu'on peut vraiment qualifier d'ensauvagement de la société israélienne, en particulier depuis le 7 octobre, mais avant déjà. C'est une société coloniale, la société israélienne. Donc comme toutes les sociétés coloniales, elle n'a pas de considération pour le sujet colonisé. C'est même pas un sujet, c'est un objet. Ils n'ont pas de considération. C'est normal pour eux de vivre dans une terre qu'ils ont volée aux Palestiniens, dans des maisons dont ont été chassés des Palestiniens. Toute l'histoire d'Israël, c'est une histoire de colonisation. Donc déjà, au départ, il n'y a pas d'égard envers les Palestiniens, sauf une extrême minorité qu'il faut saluer, à qui il faut rendre hommage, parce qu'ils sont extrêmement minoritaires, extrêmement pressionnés. Ils ont énormément de pression familiale, sociale, institutionnelle, etc. Donc cette minorité qui doit représenter peut-être 4% de la population israélienne, juive israélienne, ça c'est des données, hein, c'est aussi dans le livre, mais une majorité écrasante de la société israélienne estime qu'Israël n'est pas allé assez loin dans sa guerre génocidaire à Gaza. N'est pas allé trop loin en tout cas. Voilà. Et on a vu des choses en Israël qui font peur, en fait, pour cette société. Pour l'état mental, l'état de santé, c'est une société malade de son suprémacisme et de son racisme et de son colonialisme. C'est grave. C'est-à-dire quand vous avez des centaines de personnes qui se mettent dans les points de passage, qui vont vers Gaza avec leurs enfants, et ils font des barbecues, etc., à la frontière pour empêcher l'aide humanitaire, les camions d'entrer à Gaza. C'est-à-dire les peu de fois où l'armée pouvait laisser passer des camions, on avait des centaines de familles de colons israéliens, et de colons ou pas, hein, des Israéliens, quoi, civils, qui venaient là et qui empêchaient l'aide humanitaire de rentrer à Gaza. C'est moi qui ai révélé ça à la presse francophone, des dizaines de médecins, dont des pédiatres et des gens qui ont été reconnus, qui ont eu des médailles pendant le Covid, etc., des dizaines de médecins israéliens qui ont signé une pétition demandant à l'armée israélienne de bombarder les hôpitaux de Gaza, en utilisant le fameux argument fallacieux le Hamas se cache dans les hôpitaux, quoi. Et donc, ça devient une cible légitime. Existe le droit international. Ça n'existe pas, ça, dans le droit international. Et comment un médecin, un serment d'Hippocrate peut faire ça? Et là, c'est pas un médecin, c'est des dizaines de médecins, presque 100, je crois que c'était 100 médecins à avoir signé cette pétition demandant à l'armée israélienne de bombarder les hôpitaux avec leurs blessés et leurs malades et leur personnel. On a un cas désespérant, je n'en croyais pas mes yeux moi-même. C'est un soldat, Meir Ben Chitrit, qui a accusé, on l'a vu, il y a une vidéo, on voit, c'est une vidéo d'un viol collectif d'un détenu palestinien, et ce gars-là, ce soldat-là, non seulement il a rien, mais il est devenu une star en Israël. Il est invité dans des talk shows, et les gens l'arrêtent dans la rue pour le remercier voilà.
Ça, c'est aussi dans le livre. Vous citez aussi C'est pour le des... remercier, pour lui faire des cadeaux, et c'est une star, et il passe, et il dit, voilà, Vous relatez on aussi a affaire à des des propos de terroristes. certaines Je me personnes salis les mains, en gros. Hein? Vous relatez des propos de certaines personnes, il me semble, anciens membres du Mossad, qui justifiaient le massacre des enfants. Ils disaient, en gros, on pouvait Ah oui. laisser mourir de faim Mm. la majorité de la population, il n'y avait pas de souci avec ça. Et ils disaient qu'en gros, il n'y avait que les petits-enfants, que ça posait un problème moral, mais pour le reste, il n'y avait pas de souci de tuer des Ouais, enfants c'était une de émission 8, absolument 9, 10 lunaire, ans. avec une des présentatrices vedettes d'une des chaînes israéliennes. Et oui, cet agent-là disait que tout le monde est coupable à Gaza. À partir de 4 ans, tout le monde est coupable. Non, lui il disait tout le monde est coupable. Et pardon, je ris parce que vraiment, on se croit sur... c'est un mauvais sketch, quoi. Et c'est la réalité là-bas. Et la présentatrice lui dit, alors monsieur, alors on est d'accord que là-bas, tout le monde est coupable, mais les enfants de moins de 4 ans, quand même, ils sont innocents. Ils peuvent pas, on peut pas les affamer. Et en fait, ils discutent comme ça, ils parlementent, et au bout de 5 minutes, ils se mettent d'accord que quand même, les enfants de moins de 4 ans, c'est des enfants, et qu'il faut pas leur faire de mal. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont leur donner, laisser passer de l'aide humanitaire pour les enfants. Non, on est vraiment dans une société qui va pas bien, qui va pas bien. Ils ont eux aussi un grand besoin de justice, c'est-à-dire qu'il y ait une justice pour les Palestiniens, en fait. La société israélienne a besoin de ça, parce qu'elle est en train de perdre ses valeurs morales. Enfin, là, il n'y a plus... A-t-elle déjà eu des valeurs morales? Oui, enfin, c'est une société coloniale. Ça, je donc, couperais, mais... une société... une société coloniale, c'est une société, de toute façon, suprémaciste. Et celle-là, encore plus que d'autres. Concernant les boucliers humains, par exemple, si le Hamas se cachait en Israël, il ne se permettrait pas de bombarder des lotissements où il y aurait des Israéliens juifs, Ouais, en exactement. prétextant justement de bombarder des boucliers humains. C'est un faux argument qui se dénonce par lui-même. Hein. Si le Hamas il se cachait à Paris ou il se cachait à Tel Aviv, on nous dirait pas, oui, tu peux bombarder, ah bah c'est dommage. 1000 Israéliens en 10 ça a minutes. tué des femmes et des enfants israéliens ou français. Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, le Hamas il se cachait là. C'est ça qu'on nous dit en fait. Considère pas les Palestiniens comme des êtres humains. C'est en ça que, bien sûr, c'est en ça que ça montre à quel point ça participe à la déshumanisation. C'est de la faute du Hamas, il se cache. Quelles seront les conséquences à moyen et long terme du génocide des Palestiniens sur la scène internationale? J'espère qu'il y aura des conséquences, j'espère qu'il y aura une justice. Je n'ai pas encore une fois de boule de cristal pour savoir quelles seront les conséquences, mais j'espère que la justice internationale va survivre à ce génocide, parce que tout est fait pour miner l'autorité du droit international. J'espère que le droit international va survivre. Et, avec Trump avec Trump, ça paraît très compromis. Et j'espère que tout ce sang versé va servir à rétablir la justice sur cette terre de Palestine, et que les Palestiniens vont être décolonisés, qui ne seront plus des sujets colonisés, et ceci sur tout le territoire de la Palestine. Je pense que la seule justice, c'est celle-là, c'est de retrouver une liberté de circulation, une liberté de vie. Ils sont privés d'existence, ils sont privés de toute forme de beauté, de vie, de dignité depuis 1948. De liberté. De liberté. Voilà. Et il faut que les Palestiniens soient libres de circuler et de vivre sur leur terre en paix, qu'ils puissent cultiver leurs arbres, faire grandir leurs enfants en paix, enfin, parce que c'est vraiment un peuple déshumanisé, comme tous les peuples colonisés, et c'est une injustice fondamentale, et il faut absolument que sur toute la terre de Palestine, les Palestiniens retrouvent leur liberté d'exister et la paix qu'ils méritent depuis le début. Mais ça semble complètement fou, en fait, de dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Mais encore une fois, je le dis souvent, moi je suis née en Algérie, je suis algérienne d'origine, franco-algérienne, mais je suis née en Algérie. Et quand mes parents sont nés, dans la fin des années 40, il était inimaginable que l'Algérie soit décolonisée. Et quand moi je suis née, l'Algérie était décolonisée. Donc en une génération, il peut y avoir un basculement de l'histoire, des choses inattendues. Et j'espère que le prix insupportable que sont en train de payer les Palestiniens va servir à un retournement, un basculement. Et sur ça, oui, on compte sur des pays qui se mobilisent quand même, qui n'ont pas le poids, bien sûr, de l'Occident sur la scène internationale, mais qui peuvent l'avoir, comme l'Afrique du Sud, comme la Colombie de Petro,
Voilà. Merci Myriam Larabi pour Merci. ces éclairages. Je rappelle que vous avez publié l'ouvrage CJ, l'humanité, Gaza, le génocide et les médias aux éditions critiques. Je remercie nos auditeurs pour leur fidélité. Pensez à partager cette émission, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et je vous dis à très bientôt sur Mizan TV. Merci à vous.